Bonjour à tous et bienvenue. Après des années de négociations, de rachats avortés, de vacances prolongées au Portugal et oh, surprise, le prix du club avait subitement monté, Troyes a enfin trouvé un acquéreur solide et fiable avec de l'argent. Parce qu'il y a eu des tentatives où bizarrement, au moment de sortir l'argent, il n'y avait plus personne. Et donc cet acquéreur, c'est le City Football Group, je pense que vous avez lu, qui continue ses emplettes. Il y a quelques mois, il y a eu le rachat de Lommel en deuxième division belge, un club qui était au bord de la faillite. Alors ça confirmait les envies du City Football Group de s'implanter en Belgique, puisqu'ils avaient fait des pourparlers au début avec le club de Tubize. Finalement, ça ne s'est pas fait et c'est Lommel qui a été choisi. Et donc actuellement, on voit le City Football Group en Espagne, à Gérone, au Japon, avec Yokohama, aux États-Unis, dans le club de New York, Australie, Chine, Inde, France, Uruguay, Belgique, je ne sais pas si j'en oublie. Et en plus, des négociations ont déjà été amorcées pour acquérir de nouveaux clubs, notamment un nouveau en Asie du Sud-Est. Mais on aura le temps d'y revenir dans une autre vidéo. Et en fait, outre le rachat de Troyes, on se rend compte d'une donnée de plus en plus importante, c'est l'apparition des multinationales, on va dire, spécialisées dans le football. Je m'explique. Auparavant, on peut prendre un exemple comme dans la société en général, c'est un peu le commerce de proximité qui a tendance un peu à disparaître. Aujourd'hui, vous avez un peu les grandes surfaces qui cannibalisent tout le reste. Alors ça rappelle d'ailleurs le roman de Zola, En Bonheur des Dames. Pour ceux qui ont lu Au Bonheur des Dames en première L par exemple, vous vous rendrez compte que c'est un petit peu similaire. C'est-à-dire l'apparition des grandes surfaces qu'on assimile un petit peu à un monstre qui est en train de tout bouffer sur son passage. Alors on va sortir le tableau pour comprendre facilement. À la base, vous avez des clubs, tac, plus petits ou plus grands, mais globalement, il y avait un seul propriétaire, il n'y avait pas de filiale. La filiale, c'était votre équipe réserve et votre équipe de jeunes. Donc, on avait beaucoup de propriétaires locaux, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire des mecs du terroir. C'est un peu le football à l'ancienne que pouvait incarner quelque part la famille Nicolin à Montpellier. Je trouve que c'est un exemple assez concret. Le Michi également à Clermont et d'autres personnes. Sauf que depuis quelques années, et l'apparition au tournant de ce siècle, un petit peu après, de la famille Pozzo, parce que c'est la famille Pozzo qui a créé ce modèle-là. Les Pozzo, c'était Udinese, Grenade et Watford. Avec une énorme cellule de recrutement à travers le monde, bon, du micmac et tout le reste aussi, enfin, on va pas être naïf, mais ça fait qu'énormément de joueurs venaient des quatre coins du globe. On peut se rappeler de la filière ghanéenne d'Udinese, rappelez-vous ça, les Samoa, Muntari, John Mensah aussi, qui est passé un petit peu, si je dis pas de bêtises, chez les Blancs et Noirs. Vous aviez également évidemment de l'Amérique du Sud, enfin bref. C'était assez colossal et donc les joueurs à un moment donné transitaient d'une équipe à l'autre. Ce qui faisait que vous aviez un groupe footballistique qui fonctionnait avec, dans 3 pays différents, à plusieurs têtes. Et ce modèle-là, forcément ça a né des idées. Et aujourd'hui le City Football Group, qu'est-ce qu'on a? On reprend notre schéma de base. Là, on a le gros club, c'est-à-dire Manchester City. Manchester City qui a donc sa réserve, ses jeunes, etc. Mais en plus de ça, donc regardez, on va bien décider, pour bien comprendre. On a Manchester City ici, qui est le projet central du City Football Group. Sauf que le City Football Group, c'est la filiale, c'est la holding, c'est la multinationale qui dirige tout ça. Avec tout le reste, les liens avec la famille royale, etc. Enfin bref. Et de Manchester City au City Football Group, vous avez ensuite des clubs qui sont satellites. Donc qui vont aider potentiellement Manchester City, mais surtout le City Football Group. Alors vous avez notamment Gérone en Espagne, qui est l'un des plus importants, et comme je vous dis, vous avez une présence de partout. Amérique, Chine, Japon, Inde, France, Belgique, Uruguay, Australie. C'est-à-dire que là, on a un groupe présent sur plusieurs continents. C'est vraiment la définition même de la multinationale qui continue d'acheter des actifs, et donc aujourd'hui, la valeur de ce groupe-là, elle est colossale, parce que ça englobe des clubs, des structures, des biens immobiliers, des valeurs actives de joueurs. Rendez-vous compte, le nombre de personnes sous contrat au City Football Group. On a dépassé le 200 mais facilement, ce qui permet également d'améliorer le réseau de scouting. Le City Football Group avait essayé de s'implanter d'ailleurs au Venezuela un petit peu à un moment donné, en Équateur également, et je vous dis, il y a des idées d'aller en Asie du Sud-Est, et également il regarde un petit peu vers la Russie. Alors à chaque fois, les deals, ça dépend. Des fois, c'est pour une raison simplement sportive. La plupart du temps, c'est pour du business. Ça peut être aussi politique. Le deal en Chine, j'avais fait une vidéo spéciale sur le sujet, c'était politique. Mais par exemple en Inde, ils ont racheté le club de Mumbai qui perdait de l'argent et la ligue justement, il y avait des agents et d'autres personnes à côté qui essaient de trouver un acquéreur solide. Donc on avait d'ailleurs sollicité d'autres personnes du golf qui n'avaient pas trouvé ça très intéressant. Et le City Football Group a été très intéressé pour une raison simple, c'est que derrière il y avait un énorme contrat de télécommunication à récupérer. Et d'ailleurs aujourd'hui, les Émirats en jouissent. Donc, si vous voulez, à travers notre multinationale, vous faites à la fois du foot, c'est-à-dire que la valeur de votre groupe gagne énormément. Vous avez également donc, voilà, des meilleurs joueurs, le scouting, le SILA, toutes des raisons aussi sportives. Mais la première raison, c'est le business, pour également
avoir une influence dans d'autres pays. Il y a cette idée de marque. Vous savez, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de la brand. Et par exemple, ce modèle que le City Football Group a développé, eh ben, on le voit à Clermont-Ferrand. Alors vous allez me dire, Clermont-Ferrand? Ben oui, Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand d'Ahmed Schaffer, le propriétaire qui avait racheté le club à M. Michi, qui est conseillé par Jérôme Champagne, on a connu, qui a été à la FIFA, qui a travaillé pour le tout-puissant Mazembe au Congo, qui a travaillé pour la Fédération de Palestine du Kosovo, qui est un grand voyageur. Et donc, on se rend compte que Clermont, aujourd'hui, a des clubs satellites également, et eux, ils continuent le modèle de Pozzo. C'est-à-dire, à leurs moyens, de manière beaucoup moins importante, ils ont un club en Autriche, là ils viennent de racheter un club au Danemark, il y a des idées de faire un partenariat également au Vietnam, en Bosnie, il y a des accords qui ont déjà été passés avec l'académie de Moïse Katumbi, le propriétaire de tout-puissant Mazembe, où Jérôme Champagne travaillait, et également avec la JS Kabylie. Donc, par exemple, prenez le club de Clermont, vous le mettez ici. Clermont, vous allez me dire, ça fait pas rêver, etc. Ouais, mais regardez aujourd'hui, vous avez sur le continent africain, vous avez, j'écris bien, vous avez vu, vous avez à la fois en Algérie et au Congo. L'idée maintenant, c'est de développer, comme je vous dis, la brand. Même pour un club comme Clermont, c'est on veut gagner en influence, on veut devenir une marque, etc. Alors je sais que ça peut faire sourire parce qu'on parle de club de foot, mais c'est une donnée qui est vraiment capitale pour beaucoup de propriétaires. C'est-à-dire, je veux augmenter le nombre de personnes sur les réseaux sociaux, je veux avoir de plus en plus de followers, je veux pouvoir avoir une influence dans tel et tel pays, on met des offices, on fait des partenariats et tout. Parce que derrière, c'est vrai, c'est un truc con, mais plus tu as de gens sur tes réseaux sociaux, plus tu as de diffusion, plus tu as d'influence, plus tu es vu au niveau mondial, plus ça peut te rapporter de l'argent dans les contrats au niveau marketing. Mais souvent, tout ça, ça reste quand même une chimère parce que je vous rappelle que les marques, il y en a très très peu dans le monde entier. Et pour vous donner quand même un petit indice, même le Paris Saint-Germain, qui en a une, en Chine, ils sont par exemple plantés. Parce qu'ils ont signé avec la mauvaise agence à l'époque, ça s'appelait Desports. Mais c'est encore autre chose. Enfin bref. Donc clairement aujourd'hui, leur but c'est d'aller en Asie du Sud-Est. Et c'est là où ils sont malins. C'est qu'ils ont ciblé quoi? Ils ont ciblé le Vietnam. Parce que le Vietnam c'est plus de 90 millions d'habitants. C'est un vrai potentiel. Et il y a cette académie, une volonté politique au niveau du Vietnam de développer le football. À travers Philippe Troussy qui dirige cette académie et tout. Donc il y a eu des rendez-vous qui ont été faits. Mais vous aviez également donc en Autriche. Et vous avez aujourd'hui au Danemark. Donc si vous regardez en fait tout ça gravite autour de ce club. Et donc, le groupe géré par le propriétaire Ahmed Schaffer, indépendamment des agents et tout le reste. Donc là, c'est évidemment pas sur le même niveau financier, mais je pense que vous comprenez l'idée. C'est-à-dire d'avoir un groupe à plusieurs têtes, et pourquoi pas même sur plusieurs continents. Et c'est quelque part un peu la définition de la multinationale. On voit également ce modèle-là à moindre échelle avec Monaco, qui a son club filial en Belgique. On voit divers clubs anglais récupérer des filiales en Belgique. La Belgique, c'est vraiment, j'avais fait une vidéo spéciale, le championnat des filiales. Parce que c'est un... Tout est achetable en Belgique. On en refera bientôt une vidéo sur le grand cirque belge parce que ça commence à être triste. Je rappelle que le club de Rouleur, ce directeur sportif, a été placé en garde à vue pour des affaires de pédophilie là maintenant. De mieux en mieux dans le football belge maintenant, on propose des contrats à des gamins en échange de faveurs sexuelles, tout va bien. Parce que c'est aussi des sujets importants à évoquer. Et donc vous avez aujourd'hui Brighton, vous avez Crystal Palace, vous avez également Cardiff. Cardiff géré par Vincent Tan, il y a également un club en Bosnie et tout. Et c'est la même idée. Donc c'est pour récupérer des joueurs, grimper les actifs et tout. Donc si vous voulez, c'est un peu toutes ces raisons-là. Et maintenant, une chose très intéressante pour revenir sur le club donc de Troyes, Manchester City, je vous l'avais expliqué sur le cas Nancy. Parce qu'à la base, c'était Nancy qui devait être racheté. Je veux dire, Rob Newman, qui est l'un des responsables de recrutement, je crois que c'est le responsable de recrutement dans la zone France pour le City Football Group, il était continuellement à Marcel Picot, c'était pas pour superviser les joueurs, il y a eu des négociations très avancées avec le président Rousselot. Manchester City a même envoyé des gens pour superviser la pelouse, pour voir s'il fallait la changer, etc. Le processus de rachat avait été enclenché, tout était bon. Et au dernier moment, ça a foiré. Alors Jacques Rousselot, président d'ancien, heureux hasard, encore une fois, depuis 3 ans, 4 ans, il cherche à vendre Nancy, à chaque fois il y a un problème avec les acheteurs. Alors c'est vrai que des fois il s'est fait berner par des belles paroles et des mythomanes, d'accord, mais là je veux dire le City Football Group, ils ont l'argent. Et donc on a dit ouais mais c'est la faute du Covid. Attends mais comment ça peut être la faute du Covid si 3 mois après ils achètent 3? Donc ça fait que le Covid c'était une fausse excuse. Donc maintenant à tous les supporters d'anciens, il va falloir poser la question à M. Rousselot, comment vous avez pu faire foirer la vente de Manchester City alors que tout était bon? J'ai bien ma petite idée quand même, et dans le milieu du foot, il y en a beaucoup qui l'ont. Parce que j'ai l'impression qu'on est à Saint-Etienne. Vous savez, les propriétaires de clubs, M. Caeso, du jour au lendemain, il est venu, il a doublé le prix. Non, ça vaut 150 millions Saint-Etienne. Bon, oui, 300 même, tiens. Le foot, ça rend taré les gens quand même. Et donc, Manchester City cherchait un club important de Ligue 2 avec des structures, avec un passé, avec un certain potentiel, mais surtout, tu pouvais racheter et construire quelque chose pour remonter le club en première division. Et 3, c'était en vente depuis un moment. Vous aviez aussi Valenciennes qui était en vente. Je sais qu'ils s'étaient intéressés un moment à Orléans au tout début, mais le président n'était pas du tout chaud. On voit ce qui s'est passé, la descente et tout. Il y avait Le Mans aussi potentiellement qui était
dans la liste, parce que pareil, c'est une ville quand même assez sympathique, vous avez les structures, c'est un club qui a une histoire et tout. Et finalement, on s'est rabattu sur 3, enfin rabattu non, c'est un très bon choix aussi, c'est un club avec beaucoup de potentiel, qui a l'habitude de faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il y a du public, il y a également une tradition de formation, on peut le voir aujourd'hui avec MBUMO, qui fait les beaux jours de Brentford. Mais si vous voulez, l'idée de Manchester City, je vais redire les mêmes choses qu'avec Nancy, puisque je l'avais dit dans cette vidéo, c'était des clubs comme ça qui voulaient cibler. Et aujourd'hui, les Claudio Gomez, qui avaient été récupérés très jeunes au centre de formation du Paris Saint-Germain, vous ne l'envoyez pas en équipe de jeunes à Manchester City. Vous vous servez de votre club numéro 1 et ensuite avec les filiales pour les envoyer ici et là. Et là, évidemment, quoi de mieux qu'un club français pour justement faire progresser certains jeunes français. Donc voilà un petit peu, je vais faire cette vidéo sur cet angle-là. On pourrait faire un spécial 3 un jour, parler de la gestion de Mazzoni pendant des années qui, pareil, sur l'échelle du folklore, très très fort. Parce que notre Ligue 2 française, avec Max Marty, où là, bon, je suis pas persuadé que le terme folklore marche bien, parce qu'il y a quand même d'autres trucs à dire. Niort et tant d'autres équipes, voilà là. Mais bon, j'en ai assez dit. Alors, pas de montage parce que je termine l'écriture de mon livre, donc je vais encore finir à 5 h du matin ces prochaines nuits. Dans le même temps, en commentaire et en lien de la description, il y a notre nouvel article sur l'affaire Haïti d'abus sexuels, avec 3 autres personnes donc accusées d'abus sexuels, dont 2 sur mineurs avec du chantage sexuel. Et je rappelle, parce que c'est quand même un sujet beaucoup plus important, le vice-président de la Fédération Haïtienne de football, qui est le patron de la commission d'arbitrage de la CONA, M. Rosny-Grant, est également accusé d'avoir prostitué des jeunes arbitres pour un instructeur FIFA. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, mais bon, continuons de ne rien dire. Allez, sur ce, essayons de nous réconcilier. Il y a quand même de bonnes personnes dans le foot, on essaiera d'en parler. Mais avant tout, on va continuer à faire le ménage. Ciao!